Bonsoir à tous. Je reçois sur ce plateau donc un homme que vous connaissez pour certains, pour d'autres un peu moins, Jean-François Niort est docteur en sciences politiques, membre du CAGI. Et puis il y a un sujet qui le passionne particulièrement, et cela depuis quelques années. Jean-François Niort, merci d'être avec nous sur ce plateau. Le sujet de la démocratie. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est souvent galvaudé, un mot qui est de plus en plus utilisé, je dirais à toutes les sauces. Alors ce soir, il est important que nous puissions aborder la question de la démocratie sans langue de bois, je dirais, et que nous puissions permettre aux téléspectateurs de comprendre. Alors, la définition de la démocratie, mais déjà, est-ce qu'il y a une définition sur laquelle on peut s'appuyer pour qualifier la démocratie? Bonsoir. Alors oui, au début, les choses sont claires. Tout va se compliquer à partir de la Révolution française et surtout à partir du 19e siècle. Au début, on a le sens étymologique, grec, démos, qui veut dire le corps des citoyens, la masse des citoyens, et kratos, kratein, qui veut dire exercer le pouvoir, gouverner. Donc, c'est la masse des citoyens qui gouverne, c'est l'exercice direct du pouvoir politique, législatif et aussi exécutif par le peuple, parce que je rappelle que dans l'Athènes antique, le pouvoir exécutif gouvernemental est également exercé par le peuple, des citoyens tirés au sort qui exercent les fonctions de ministre au sein d'un organe qui s'appelle la boulée. Et ils exercent le pouvoir législatif au sein d'une assemblée qui s'appelle l'Ecclésia, dont on a tiré le mot église d'ailleurs, mais qui au départ a un sens politique. L'Ecclésia, c'est l'assemblée des citoyens. Alors, c'est dans cette perspective-là que plus tard, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, dans Le Contrat social, et encore d'actualité? Alors, plus d'actualité du tout, justement. Justement, c'est ça le problème. Jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, les choses restent claires et nettes, et la démocratie n'a qu'un seul sens. Jusqu'à la Révolution française, la démocratie n'aura qu'un seul sens, net et précis. Donc, je lis dans Le Contrat social, dans le chapitre 3 du livre 3, Jean-Jacques Rousseau nous dit tout simplement « Le souverain, c'est-à-dire le peuple, parce que pour Jean-Jacques Rousseau, le seul souverain légitime, c'est le peuple, peut commettre le dépôt du gouvernement, il parle du gouvernement, à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple, en sorte qu'il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratie. » Nous avons étudié ça avec les étudiants de première année de la fac de droit, puisque je fais un cours sur l'histoire de l'État. Les choses sont simples, c'est dans le contrat social, c'est écrit en toutes lettres, et il précise même dans le paragraphe suivant que si le souverain, le peuple souverain, délègue le gouvernement à une minorité de citoyens, on appelle ça une aristocratie. Une aristocratie. Voilà. Et si le gouvernement est délégué par le peuple à un citoyen, un seul citoyen qui exerce le pouvoir gouvernemental tout seul, on appelle ça une monarchie, ou gouvernement royal. Les choses sont claires, donc une démocratie, c'est lorsque le peuple, pour Jean-Jacques Rousseau, et dans le sens étymologique, c'est lorsque le peuple exerce directement le pouvoir législatif et exécutif. Mais quand la Révolution... Ça se trouve dans le contrat social. C'est dans le contrat social, l'ouvrage de 1762 de Jean-Jacques Rousseau, que tout un chacun peut consulter sur le web même. Il n'y a aucun problème. Mais quand la Révolution... Alors, il faut quand même mentionner que Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans la suite de ce chapitre, précise que pour un grand pays comme la France, la démocratie au sens que ce soit les citoyens qui exercent le pouvoir gouvernemental directement, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Il vaut mieux, effectivement... Ce n'est pas pratique pour qui? Parce qu'il y a trop de millions... Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de millions de personnes. Parce qu'en France, déjà, à l'époque, vous avez 25 millions d'habitants. Et donc, faire un gouvernement de 25 millions d'habitants, ou en tout cas de la majorité des citoyens qui soient à la fois ministres et qui sont déjà censés être législateurs, en pratique, ça fait beaucoup. Donc, lui-même disait que le peuple doit quand même garder le pouvoir législatif. Attention, pour Jean-Jacques Rousseau, le peuple garde toujours le pouvoir législatif.
il n'y a pas de député, pas de représentant qui soit légitime aux yeux de Jean-Jacques Rousseau. On part de très loin, vous voyez, par rapport à aujourd'hui, ce qu'on appelle démocratie, mais on va y arriver petit à petit. Mais en ce qui concerne l'exercice du pouvoir gouvernemental, il reconnaît que dans un grand pays, surtout avec les moyens de communication de l'époque et de déplacement, de transport qui sont très lents, il faut 15 jours, 3 semaines pour aller de Toulouse à Paris, bon, c'est sûr, bon, on peut comprendre que c'était compliqué. Et lorsque la Révolution française éclate, en 1789, il y a une sorte de consensus des députés du tiers-État qui se sont autoproclamés Assemblée nationale, qui ont fait la révolution parlementaire, si on peut dire, en juin 1789. On a vu ça avec les étudiants, du 17 juin au 27 juin, il y a un bras de fer avec Louis XVI, et ils s'autoproclament, les députés du tiers-État, Assemblée nationale, et donc exerçant la souveraineté au nom du peuple, dorénavant, et exerçant le pouvoir législatif et le pouvoir aussi de faire une constitution à laquelle Louis XVI devra se soumettre. Mais se pose la question justement de la démocratie. Et à ce moment-là, puisque la démocratie n'a qu'un seul sens, qui est celui qu'on vient de rappeler, eh bien, les révolutionnaires eux-mêmes disent non. Et je cite là, j'ai une citation tirée aussi d'un document pédagogique remis aux étudiants de première année que je salue, puisqu'ils ont travaillé cette notion-là avec nous en cours. Eh bien, Sieyès, qui est un des principaux révolutionnaires, c'est lui qui a proposé la transformation de l'Assemblée des députés du tiers-État en Assemblée nationale le 17 juin 1789. En septembre 89, il affirme dans un discours du 7 septembre, la France n'est pas et ne peut pas être une démocratie. Parce qu'il utilise le mot dans le sens étymologique, dans le sens premier du terme, qui n'est que le seul sens qui existe à l'époque. Donc à l'époque, le sens du mot démocratie n'a rien à voir avec ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui. Alors justement, on fait le grand saut. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut donner une définition à la démocratie, ce serait laquelle? Alors, continuons l'histoire, si vous voulez bien. Continuons l'histoire. Comment le sens actuel est apparu? Il faut rappeler d'abord que dans aucune constitution de la période révolutionnaire, le mot démocratie n'est utilisé. Même dans la Constitution de 1793, qui est, à nos yeux, aujourd'hui très démocratique, puisque dans cette Constitution, c'est le peuple qui fait la loi. Il n'y a jamais eu de constitution équivalente depuis en France. Eh bien, le mot démocratie n'est même pas encore utilisé. Il faut attendre la Seconde République, 1848, pour que dans la Constitution du 4 novembre 1848, on voit apparaître un article qui dit que la France est une république démocratique. Et quand on lit la suite de la Constitution, on s'aperçoit que cette Constitution est une Constitution représentative, où en fait le peuple est souverain, certes, mais il n'exerce pas la souveraineté. Il délègue le pouvoir législatif à une Assemblée nationale, et il délègue le pouvoir exécutif à un président, puisque c'est en 1848 qu'on a créé le poste et la fonction de chef de l'État président en France, à l'imitation des Américains qui avaient déjà mis ça en place en 1787 dans leur constitution fédérale américaine. Donc, à partir de ce moment-là, le droit constitutionnel français, à partir de 1848, décide d'appeler démocratique un régime dans lequel il y a une représentation du peuple. Le peuple n'exerce plus le pouvoir directement, mais il est représenté par des élus qui vont faire la loi en son nom, les députés, et par un président élu, au suffrage universel direct déjà à l'époque, et qui va gouverner au nom du peuple français. Donc à partir de ce moment-là, on est dans un système représentatif qui est justement le nom que les révolutionnaires de 1789 avaient donné au régime politique français issu de la Révolution, un système représentatif, mais qu'ils n'avaient pas qualifié de démocratique. Ce n'est qu'à partir de 1848 qu'on appelle ça de la démocratie. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, les choses se compliquent encore plus, puisque depuis les constitutions de 1946 et de 1958, un nouvel article a été introduit dans notre droit constitutionnel qui est issu de la formule utilisée par Abraham Lincoln en 1863, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà la fameuse formule qu'on trouve dorénavant dans notre Constitution, à l'article 2, mais qui était déjà dans la Constitution de la 4e République en 1946. C'est une formule, je le rappelle au passage, qui a été utilisée par un théologien anglais du XIVe siècle, premier traducteur de la Bible en anglais,
un précurseur de la réforme protestante, puisqu'il a été excommunié, il a été condamné pour hérésie, pour avoir osé traduire la Bible dans une autre langue que le latin, en l'occurrence dans la langue anglaise. Et la dédicace de sa première traduction de la Bible, c'est cette formule-là. Que ma traduction et que cette Bible, que la parole de Dieu, donc, puisse servir à ce que le peuple se gouverne par lui, pour lui et à travers lui. Et c'est repris par Abraham Lincoln en 1863, et donc dans notre droit constitutionnel à partir de 1946 et 1958. Ce qui fait que le problème, c'est que du coup, nous revenons à la définition initiale, qui est bien celle de Jean-Jacques Rousseau, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est bien la définition qu'on a rappelée tout à l'heure, celle du contrat social et celle que les Grecs pratiquaient. Mais oui, dans le même temps, les articles suivants des constitutions de 1946 et de 58, l'article 3, dit que certes le peuple est souverain, mais en réalité, il continue à se faire représenter dans l'exercice de son pouvoir. C'est-à-dire que depuis 1946 et 58, on a les deux définitions qui coexistent. D'un côté, on nous dit que la démocratie, c'est le gouvernement, on parle de gouvernement, pouvoir exécutif, du peuple, par le peuple, et à côté, dans la même constitution, on nous dit, ben non, finalement, non, il ne se gouverne pas directement, il est représenté au niveau législatif et au niveau exécutif. Qu'est-ce qui cloche selon vous ? Ben, c'est cette incohérence. C'est cette incohérence, puisque il faut que les mots aient un sens. Si on réintroduit dans notre droit constitutionnel la définition étymologique, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, de la démocratie, mais qu'en même temps, dans le même temps, on dit l'inverse en disant ben non, finalement, c'est pas le peuple qui se gouverne et qui gouverne, il est gouverné par des représentants et aussi par des députés qui font la loi en son nom. Et je rappelle que Jean-Jacques Rousseau, dans le chapitre 15 de ce même livre 3 du contrat social, qui s'intitule justement des députés et des représentants, donc il évoque cette question-là, il dit est-ce qu'un peuple souverain peut se faire valablement représenter par des députés qui vont faire la loi en son nom ? Eh bien la réponse qu'il donne, elle est sans appel, il dit non, non, toute loi que le peuple en personne n'a point ratifiée est nulle. Les représentants ne peuvent être que les commissaires du peuple. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Je répète, toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Donc on est encore très loin de la définition actuelle. Est-ce possible, justement ? Comment est-ce que ça peut se mettre en place ? Il y a deux. Il ne faut pas confondre la praticabilité et le concept. Il faudrait déjà peut-être clarifier le concept. Il faudrait peut-être déjà dire que nous avons été obligés d'inventer la notion de démocratie représentative, de démocratie parlementaire, parce que le sens originel du mot démocratie n'était plus cohérent avec ce que notre droit constitutionnel pratique. C'est-à-dire, en d'autres termes, depuis qu'en 1848, le droit constitutionnel a défini la démocratie comme un régime représentatif basé sur le suffrage universel. Il y a un conflit de définition, il y a une incohérence conceptuelle avec la définition initiale. C'est pour ça qu'on a inventé aussi l'expression démocratie directe. Maintenant, si vous voulez, on parle de démocratie directe pour le modèle initial, le modèle des Grecs et de Jean-Jacques Rousseau, et on parle de démocratie représentative pour notre modèle. Mais le mot démocratie n'étant jamais clairement défini ou simplement renvoyé à la formule gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, alors, on a quand même une incohérence conceptuelle qu'il faudrait clarifier. Et pour revenir sur le débat et le dialogue de sourds entre notre président et notre première ministre et la population, puisque le président et la première ministre n'ont cessé de rappeler que tout a été conforme à la démocratie dans le processus de réforme des retraites, le 49.3 est démocratique, le cheminement du texte a été démocratique, et dans la rue, on entend l'inverse. On a un président autoritaire, la démocratie est en mauvaise santé. Il y a eu un sondage qui est paru il y a quelques jours
journal Libération via Voice qui révèle que 3 Français sur 4 pensent que la démocratie est en mauvaise santé. Ils ont raison dans un sens. Elle est en mauvaise santé puisqu'on ne leur dit pas exactement ce qu'est la démocratie. Tout le monde parle de démocratie. Alors oui, mais chacun y met ce qu'il veut dans ce mot démocratie. Regardez Pierre Desproges qui disait, vous connaissez un petit peu ce qu'il disait, la démocratie est la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur les minorités. Donc, comment comprendre ça ? Si, il n'a pas tort, parce que, attention, moi ici, je rappelle, ce n'est pas ma conception que je défends, je rappelle les faits. Je suis historien du droit aussi, donc je rappelle l'histoire du sens conceptuel, puis juridique, politique de ce mot. Maintenant, effectivement, à partir du moment où la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité des citoyens, c'est sûr qu'une majorité de citoyens pourrait décider des choses qui ne seraient pas forcément très conformes aux droits de l'homme. Et comme disait aussi Churchill, c'est le pire gouvernement hormis tous les autres, mais c'est pas forcément un gouvernement toujours parfait. Le peuple peut se tromper, le peuple peut, comme ça a été le cas à Athènes, en Grèce, n'oubliez pas que Socrate a été condamné à mort parce que des démagogues, à l'époque, démagogos, d'ailleurs, c'est du grec, ça, démagogos, c'est le contraire des démocrates. Les démagogues, c'est ceux qui flattent le peuple en faisant croire au peuple qu'ils servent son intérêt, puis en fait, c'est pour se servir du peuple, pour accéder au pouvoir et exercer le pouvoir. Eh bien, des démagogues, des rhétoriciens, des sophistes ont réussi à manipuler le peuple pour faire condamner Socrate à mort. Alors aujourd'hui, Jean-François Niort, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau politique, vous avez parlé du président, on a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on a vu ce qui s'est passé pour les retraites, etc. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est mise à mal, si on garde le sens que vous avez donné tout à l'heure à travers certains auteurs, comment aborder cela, puisqu'on vous dit oui, mais nous ne sommes plus en démocratie, et on dit nous sommes en dictature. Donc, comment aborder cette question de manière très concrète ? Très concrètement, si on repart du sens étymologique, ou en tout cas du sens rousseauiste du terme, je l'ai cité tout à l'heure, un régime dans lequel le pouvoir exécutif est confié par le peuple à un homme seul, c'est à peu près le cas de notre régime, puisque le président Macron vient de dire qu'il ne s'était pas assez impliqué dans la réforme, il avait laissé trop sa première minute, mais en fait on sait très bien que c'est sa réforme, c'est son projet et c'est sa volonté. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau appelle ça une monarchie. Une monarchie, c'est-à-dire un régime dans lequel le pouvoir exécutif est confié à un seul homme en réalité. Et depuis l'élection du président de la République au suffrage universel direct, donc en 1965, eh bien, effectivement, notre régime, sur le plan de l'exercice du pouvoir exécutif, ressemble à une monarchie, puisque c'est à peu près le président qui est le grand patron et le Premier ministre et le gouvernement exécutent le programme du président. Alors que je rappelle que dans la Constitution de 1958, ce n'est pas écrit comme ça. Les articles 20 et 21 de la Constitution, de notre Constitution actuelle, prévoient que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation et que le gouvernement est présidé par le Premier ministre, le président ayant un rôle plus en retrait de président, arbitre, l'arbitre du bon fonctionnement des institutions, garant de l'indépendance du territoire, etc., mais pas chef de l'exécutif au sens qu'il détermine et conduit la politique de la nation. Est-ce qu'on peut dire que c'est Emmanuel Macron, c'est le président qui a le plus mis à mal la démocratie ? Dans ce sens étymologique, oui, et je comprends les Français. Il faudrait qu'on dise clairement aux Français que le sens étymologique du mot, cette formule qu'on répète tout le temps, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, n'existe pas dans la pratique. Le peuple français, je suis désolé, n'exerce pas le pouvoir. Tous les 5 ans, il élit des députés qui font la loi en son nom, parce que tout est fait au nom du peuple français en France. Même un simple jugement rendu par un juge d'instance est fait au nom du peuple français. Quand un policier vous met les menottes, un gendarme vous contrôle sur le bord de la route, tout est fait au nom du peuple français. Mais le peuple français, lui, à quel moment peut-il décider, à part le moment des élections ? Oui, mais est-ce que le peuple français a conscience
qu'il est souverain? Eh bien, justement, je pense que pas assez. Je pense qu'on lui a tellement répété que la démocratie, c'est le régime actuel, c'est-à-dire où tous les 5 ans, on lui demande d'élire des députés qui vont faire la loi en son nom et un président qui va gouverner et déterminer une politique et appliquer une politique en leur nom. Bah, du coup, ils se sont habitués à ça et en même temps de moins en moins habitués, puisque on a vu à l'occasion de cette série quand même exceptionnelle de mobilisation qui maintenant a tendance à passer d'une opposition au projet des retraites tout seul à un rejet du président de plus en plus. Là, maintenant, on sent que dans l'opinion publique, c'est un rejet de la gouvernance même, de la manière d'être même de notre président. On le reproche son côté autoritaire, suffisant, arrogant, coupé des réalités, un peu hautain, condescendant. Est-ce que tout cela est vrai? Et persuadé. Alors, je ne suis pas dans le secret de son cœur et de sa pensée, mais c'est vrai que son style, ainsi que l'a rappelé François-Olivier Gisbert hier, je crois, sur les ondes, ou aujourd'hui, sur les ondes nationales, effectivement, laisse à penser que le fait qu'il semble sourd aux contestations, aux oppositions que son projet a suscité, et même avant déjà que son style de gouvernement suscitait, alors que, rappelons-le, normalement, dans une démocratie, même s'il y a des élus, les élus sont quand même censés être à l'écoute du peuple, au service du peuple. Et quand ils lui dit, je n'ai pas le choix. Oui, parce il faut faire des coupes franches, donc voilà. Je n'ai pas le choix. Oui, mais justement, voilà la vraie question. Qui, dans un pays, en dernier ressort, en dernière instance, qui, dans un pays, doit décider ce qui est bon ou pas pour le pays? Est-ce que c'est celui qui a été élu pour 5 ans, et puis une fois qu'il est élu, il dit j'ai été élu sur un programme, donc quelle que soit la quantité d'opposition auquel je fais face, je fais mon programme jusqu'au bout? Ou est-ce que c'est le souverain? Parce que n'oublions pas que, comme le rappelle Jean-Jacques Rousseau, si un peuple est vraiment souverain, à tout moment, un peuple souverain, sinon il n'est pas souverain, à tout moment, un peuple souverain peut changer d'avis, émettre un avis différent, estimer que la situation a changé depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis par exemple 1958. La question du 49.3. Le discours du gouvernement, la légitimation du gouvernement, c'était de dire c'est dans la Constitution de 1958, le 49.3, on a le droit donc de forcer la main du Parlement puisque les Français ont accepté cette Constitution. Oui, mais en 1958, il y a 65 ans. C'est nos grands-parents qui ont voté le référendum de cette Constitution. Le peuple français d'aujourd'hui, composé des citoyens d'aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait le consulter, savoir est-ce qu'il estime encore aujourd'hui, 65 ans après, que cet article, qui d'ailleurs au passage viole le principe de séparation des pouvoirs, qui est aussi dans notre Constitution, puisqu'il force la main du Parlement, eh bien, est-ce qu'il est toujours pertinent aux yeux du peuple? Alors comment est-ce que le peuple peut faire vivre la démocratie? Eh bien, et est-ce possible? Là, pour le moment, dans nos institutions actuelles, à part les temps de référendum, bon, l'article 11 de la Constitution, et encore, ce n'est même pas l'initiative du peuple, il faut que ce soit les élus qui convoquent le peuple pour un référendum, pas grand-chose. Donc on en revient à notre fameuse idée débattue, enfin, la fameuse 6e République, hein, qui est annoncée, qui est demandée, qui est sollicitée. Qui va solutionner tous les problèmes? Et non, tout dépend de ce qu'on va en faire de cette 6e République. Si c'est rapprocher un peu plus le pouvoir du peuple, si c'est faire en sorte que les élus soient un peu plus à l'écoute du peuple, si c'est pour éviter ces discours qui consistent à dire vous m'avez élu, pendant 5 ans je fais ce que je veux, si vous n'êtes pas content, vous voterez pour quelqu'un d'autre au bout de 5 ans. C'est pas moi qui le dis, ce que Jean-Jacques Rousseau estime illégitime. Jean-Jacques Rousseau estime que ça, c'est une violation de la souveraineté populaire. Alors maintenant qu'on dise franchement au peuple, eh bien que nous souhaitons évoluer vers un régime qui n'est pas de la démocratie. Oui, mais est-ce que ceux qui nous dirigent s'appuient sur les propos, sur les écrits de Jean-Jacques Rousseau? La preuve que non, Madame Boissé, puisque je vous ai cité tout à l'heure que nos révolutionnaires français de 1789, ceux qui ont fondé le régime représentatif actuel, le régime où il y a une assemblée, effectivement, qui vote la loi au nom du peuple,
eux-mêmes le disaient, la France ne doit pas être une démocratie. Au moins à l'époque c'était clair. Mais aujourd'hui tout est confus puisque tout le monde, tous les élus nous disent qu'on est en démocratie et se prétendent tous la main sur le cœur démocrate, de Mélenchon à Mme Le Pen. Oui, mais sauf que chacun a sa propre définition de la démocratie. Est-ce que c'est pas là où il y a un vrai problème? Il y a un vrai problème de confusion. Du coup, les Français sont perdus. Intuitivement, ils sentent bien, on le voit bien dans les sondages d'opinion, on voit bien dans les manifestants, même pas ceux de l'intersyndicale, les simples manifestants, les simples Français qui parfois n'étaient jamais descendus manifester de toute leur vie, mais là qui descendent dans la rue et qui disent, comme une dame que je cite, parce que j'aurai une tribune sur ce thème-là qui va paraître sur France Antilles, donc demain dans l'édition de demain, je cite ça, effectivement, une dame qui disait, non, j'ai le sentiment que ce n'est pas démocratique, mais les Français n'ont pas forcément les mots pour le dire, le référentiel historique, juridique, l'histoire de l'évolution de ce concept en tête pour pouvoir argumenter et articuler clairement leurs propos, mais ils le ressentent. Ils le ressentent intuitivement. Il y a un malaise. Il y a un malaise puisque, rappelons quand même que si nous étions vraiment dans une démocratie, au minimum, il faudrait que les élus soient quand même dans une forme d'humilité vis-à-vis du peuple. Parce que l'élu ne doit jamais oublier que c'est un mandataire du peuple. Il est un commissaire du peuple. Le peuple l'a désigné à une fonction de législation ou de gouvernement, mais il doit rester quand même toujours à l'écoute du peuple. Le peuple reste quand même souverain. Mais vous dites qu'il y a une confusion. À terme, qu'est-ce que ça peut donner ? Une révolution, une dégradation, la montée des désordres, la montée des désobéissances civiles, la montée des incivilités, la montée du non-respect de la loi, du non-respect des institutions, de la violence politique. Comme se plaignent d'ailleurs, que se plaint le gouvernement, que des ministres sont chahutés, les conseils de casserole qui a eu lieu là pour le retour de Pape Diaye de Lyon, les gens s'étaient regroupés pour lui faire un comité d'accueil très sonore à la gare de Lyon. Bon, eh bien, oui, puisque la colère, n'oublions pas 1789, si le peuple est descendu dans la rue, a pris la Bastille, a saccagé la Bastille et ensuite est parti au mois d'octobre, les femmes parisiennes sont parties à Versailles pour exiger des mesures concrètes pour approvisionner la capitale en pain et en farine parce qu'il y avait la famine déjà qui menaçait et qu'elles ont ramené Louis XVI de force au palais des Tuileries. Quand le peuple descend dans la rue, c'est pour une raison, c'est parce qu'il est en colère et il sent qu'il y a un problème qui ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'actuellement on doit s'attendre au pire ? Tout dépend de... Bon, je ne suis pas devin, tout dépend de l'évolution. La politique, c'est toujours... à travers tout ce qu'on voit, à travers tout ce qu'on entend ? C'est toujours un rapport de force. Donc si, effectivement, on peut craindre que si le président Macron continue à avoir ce style de gouvernance, cette manière d'être, et que de l'autre côté, les opposants persévèrent dans leur opposition, et ils annoncent encore pas mal de choses. On parle maintenant de grévilla aussi, on a entendu le mot grévilla que la CGT lance, donc c'était des petites grèves larvées comme ça, sous forme de guérilla. Alors, on peut craindre qu'effectivement, peut-être au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, pourquoi pas au mois de juillet, qu'il y ait des événements politiques, peut-être de nature de plus en plus révolutionnaire, ou en tout cas, si la défiance entre le peuple français et ses élus augmente, puisque dans ce sondage, on jugeait aussi les élus déconnectés des réalités à 3/4 des personnes interrogées. Si ça se poursuit, si ce fossé s'agrandit, n'oublions pas qu'il y a déjà 30 à 40% d'abstentionnistes. Il y a déjà ça. Donc ça fait longtemps que ça dure, cette défiance vis-à-vis des élus. Mais là, on sent que ça augmente, ça s'intensifie, ça se radicalise, ça se cristallise autour du style de notre président qui est jugé de plus en plus autocratique, monocratique, monarchique et non pas démocratique. Je rappelle que démos, c'est l'écoute du peuple, c'est être à l'écoute du peuple. Quand on voit peut-être que tout simplement ce qu'il aurait pu faire s'il était vraiment démocratique, c'est de dire, bon, je vois qu'il y a des millions de Français, de concitoyens qui descendent dans la rue. Peut-être qu'il y a un problème. Dans ce cas, comme il y a une incertitude, comme il n'y a pas de consensus sur mon projet, je consulte le peuple et je fais un référendum sur cette réforme. Et le peuple tranchera et j'exécuterai non pas ce que je veux, moi, M. Macron, qui prétend, moi tout seul, mieux savoir que mes millions de concitoyens ce qui est bon pour le pays, mais j'écouterai la majorité de mes concitoyens et j'obéirai, enfin je respecterai leur volonté et j'exécuterai leur volonté. N'oublions pas que le pouvoir exécutif s'appelle exécutif.
Le pouvoir gouvernemental s'appelle le pouvoir exécutif. Il exécute soit la loi, soit la volonté du peuple, mais il n'est pas là forcément pour décider. On n'appelle pas ça le pouvoir décisionnaire. À la place du peuple, je décide tout et je consulte personne, etc. Donc c'est peut-être tout ça qui, moi personnellement, je trouve que c'est plutôt encourageant de voir que les Français supportent de moins en moins cette façon d'être gouvernés. Parce que d'un côté, on continue à leur assurer, à leur promettre qu'on est en démocratie, et de l'autre côté, ils voient bien qu'il y a un problème. Puisque démocratie veut dire l'exercice du pouvoir directement par le peuple. Alors qu'on leur dise clairement que ce n'en est pas, qu'on soit clair comme les révolutionnaires de 1789 en leur disant non, c'est pas vraiment de la démocratie, c'est en votre nom, mais c'est pas vous qui gouvernez vraiment, et on va voir ce qu'ils en pensent les Français, si on leur dit ça franchement. Si on leur dit franchement que ce n'est pas une véritable démocratie dans laquelle nous fonctionnons depuis qu'elle a été interprétée dans un sens représentatif. Est-ce qu'ils seront d'accord? Laissons-les décider. Moi, j'essaie d'être démocrate. Laissons le peuple décider. Faisons à la limite un référendum constitutionnel en disant au peuple, qu'est-ce que vous voulez? Le modèle de Jean-Jacques Rousseau, qui vous donne de plus en plus de décisions politiques, qui vous permettent d'exercer le pouvoir politique de plus en plus, ou le modèle des révolutionnaires de 89, où vous confiez l'exercice du pouvoir législatif et exécutif à des élus. Et puis que les Français décident. Moi, c'est pas à moi de décider, hein. C'est aux Français de décider, mais au moins... Vous êtes aussi Français. Mais aussi, moi j'ai mon avis, mais aussi que les Français puissent décider de manière éclairée, c'est-à-dire qu'on leur dise qu'on appelle un chat. Si vraiment c'est la démocratie, voilà ce que ça veut dire. Le peuple aura beaucoup plus d'exercice direct du pouvoir, beaucoup plus de référendums, beaucoup plus de possibilités. Le référendum révocatoire, par exemple, qui avait été proposé par Mélenchon, ou alors que le peuple accepte de continuer à être gouverné comme ça par des élus qui, pendant 5 ans, font ce qu'ils veulent. Et au bout de 5 ans, si le peuple n'est pas satisfait du bilan du président, du bilan de son député, eh bien, il vote pour quelqu'un d'autre. Notons qu'ils sont quand même réélus encore et encore. Eh bien voilà, c'est ça. Merci Jean-François Niort d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.